Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je suis tout à fait honoré de prendre la parole euh, devant cette association dont je suis membre, disons, correspondant. Et donc, ça me donne l'occasion de présenter un livre qui représente une somme, en quelque sorte, de ma carrière numismatique. Depuis 1970, date de mon retour dans ma terre natale, la Provence, j'ai recentré ma collection et mes recherches numismatiques sur le monnayage provençal de l'actuelle frontière italienne au Rhône et de la Méditerranée, jusqu'à Sisteron, porte de la Provence et Barcelonnette, depuis ses origines grecques avec Marseille, jusqu'aux monnaies de nécessité de la région provençale au XXe siècle et au dernier monnayage vivant dans une Provence conçue au sens large, comme le faisaient Joseph Laugier et Maurice Rimbaud, même s'il s'agit d'un monnayage étranger par rapport à la France, je veux parler du monnayage de la principauté de Monaco. Mes recherches m'ont conduit à consulter des milliers d'archives et près de 4000 lettres à sujet numismatique inédites. Et même il en reste bien plus à découvrir, au soir d'une vie numismatique bien remplie et sur une double suggestion, j'ai entrevu progressivement une esquisse d'histoire de la numismatique provençale se dessiner, et il m'a semblé de mon devoir de la transmettre aux nouveaux et futurs numismates passionnés par notre belle province, la province par excellence, la Provence. En essayant de dominer tous les détails livrés par les archives et divers documents, parfois pittoresques, et si importants pour nous donner une idée de la vie de ce monde numismatique, j'y reviendrai dans la seconde partie de mon exposé, on voit s'esquisser peu à peu, du XVIe au XXe siècle, une histoire de la numismatique provençale. Après plusieurs générations de curieux passionnés, amoureux d'histoire, mais moins soucieux de la numismatique de leur province que de celle de l'Antiquité ou de leur pays, au XVIe et XVIIe siècle, je pense à Soliers, Rascaz de Bagaris, Nicolas Fabri de Peiresc et ses continuateurs, ses parents Louis et Henri-Joseph de Thomasin de Mazogues, Monseigneur d'Inguimbert, évêque de Carpentras, tout cela, c'est mon premier chapitre. La numismatique provençale, dans sa spécificité propre, est illustrée par Jules Foris de Saint-Vincent, dont l'œuvre fut poursuivie par son fils Alexandre, dans ces deux domaines de force, la numismatique grecque de Marseille et le monnayage médiéval jusqu'à son prolongement royal au XVIe siècle, dans un dialogue stimulant entre Aix, les Saint-Vincent, et Avignon, Esprit Calvé et quelques autres comme Calvière, et depuis Paris, l'abbé Barthélemy, provençal d'origine. 18e et début 19e, c'est mon deuxième chapitre. L'attribution du médaillé des Foris de Saint-Vincent à la ville de Marseille sous la Restauration marque une césure. Alors que les marquis de la Goye, Florentin, et son fils Roger prolongent avec esprit requien le dialogue numismatique entre Aix et Avignon, en passant par Saint-Rémy, sans oublier François Salier et quelques autres, nous sommes dans la première moitié du XIXe siècle, c'est mon chapitre 3, le cabinet des médailles de Marseille mettra un certain temps avant de s'organiser, grâce d'abord à Jean Fautrier, et d'émerger dans la recherche numismatique avec Adolphe Carpentin et surtout Joseph Laugier. Mais il s'agira pour eux, avant tout, d'accroître et de mettre en valeur les richesses de ce cabinet, même si l'archiviste Louis Blancard élargissait notablement cette perspective, alors que durant tout ce XIXe siècle, côtoie de vrais numismates tout un milieu d'amateurs revendeurs qui n'osent se dire marchands et qui constituent, à côté des grands professionnels parisiens, la principale source d'approvisionnement des numismates provençaux. C'est mon chapitre 4. À la fin du XIXe siècle et dans les premières décennies du XXe, Maurice Rimbaud,
devenu archiviste adjoint des Bouches-du-Rhône, mais qui, contrairement aux vœux du président de la Société française de numismatique, Paul Bordeaux, n'avait pas été retenu pour succéder à Laugier à la tête du cabinet de Marseille, ce qui, entre parenthèses, lui avait permis de s'imposer à Aix comme conservateur du musée-bibliothèque Paul Arbaud de l'Académie d'Aix, en provençal l'Arbaudenco. Donc Laugier conçut l'ambitieux projet de reprendre et de développer le dessin plus ou moins clairement projeté par Jules Foris de Saint-Vincent, à savoir écrire une histoire numismatique de la Provence depuis l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. Rimbaud recevra de nombreux encouragements, comme ceux d'Alphonse Sagnier, de Philippe Tamizet de la Roque, de Léon Honoré Labande ou du docteur Julien Bayache. Il recevra aussi des propositions de collaboration, comme celle du comte de Castellane et de Roger Valentin du Chélard, arrière-petit-fils d'Édouard de Laplane de Sisteron. Il recevra des propositions de publication de ce travail, plusieurs fois réitérées, comme celle de Fernand Mazerolle, puis de Georges de Monteillet. Et pour ce dernier, ce fut à la fois une offre de collaboration et de publication. Mais le projet ne vit pas le jour. Rimbaud fut submergé par toutes les tâches qu'il devait assumer comme archiviste adjoint du département des Bouches-du-Rhône et comme conservateur et archiviste du musée-bibliothèque Arbaud, sans compter ses nombreux travaux de journaliste, d'historien de l'art, d'écrivain en français et surtout en provençal, avec d'importantes responsabilités de fait libre. Il fut en outre handicapé par des problèmes de santé, souvent mentionnés dans sa correspondance. Toutes les pièces préparatoires de cette histoire numismatique de la Provence, c'est son titre, sont conservées à l'Arbaudenco, rarement rédigées, le plus souvent sous forme de fiches, mais on y voit que Rimbaud a travaillé à ce projet jusqu'à sa mort, jusqu'en 1942. S'il avait été choisi comme successeur de Laugier à la tête du cabinet des médailles de Marseille, l'esprit plus libre et concentré sur la numismatique, j'ajouterai, loin des tracasseries multipliées par Raoul Busquet aux archives départementales et des lourdes charges du musée-bibliothèque Arbaud qu'il a si bien organisé, peut-être aurait-il pu se livrer plus efficacement à cet immense projet et le mener à son terme. Ça, c'est mon chapitre 5. En tout cas, Rimbaud a bien mérité que mon livre soit dédié à sa mémoire. Au XXe siècle, on peut penser qu'Henri Roland, qui connaissait bien Maurice Rimbaud, a tenté, du moins dans une certaine mesure, de reprendre le flambeau de la numismatique provençale. Sa monographie sur les monnaies des comtes de Provence prolonge les travaux de Rimbaud et on notera que dans son introduction, Roland regrette de ne pas avoir eu accès au papier de son ami, c'est lui qui emploie le terme, Rimbaud, comme on sait qu'il a travaillé aussi sur les monnaies grecques de Marseille, sur les ateliers monétaires royaux en Provence et sur les monnaies féodales d'Arles, d'Avignon et d'Orange, ne peut-on supposer qu'il a songé lui aussi à écrire l'histoire numismatique de la Provence que Rimbaud n'avait pu mener à terme? Mais il a finalement préféré l'archéologie à la numismatique et plusieurs des grands travaux qu'il avait entrepris n'ont pas, hélas, à ce jour, été publiés. De son côté, à Avignon, Pierre Carlo Vian, dans la ligne de Calvet et de Requien, collectionneur passionné que j'ai eu la chance de connaître personnellement, et je dois rappeler ici, évidemment, c'est très important, l'un des membres fondateurs de la Sénat, dont il fut le premier vice-président, à côté d'activités d'identification et de classement, s'est limité à des études de numismatique provençale, féodale ou royale, ponctuelles, apparemment sans projet d'ensemble. Mais, en étant la cheville ouvrière du groupe numismatique du Comtat et de Provence, lors de sa recréation
Après la Seconde Guerre mondiale, en 1970, il a donné à d'autres l'idée d'une fédération des associations numismatiques provençales, ce qui a conduit à la création du groupe numismatique de Provence, qui favorise la collection et la recherche dans ce vaste domaine, des monnaies archaïques de Marseille jusqu'aux monnaies de nécessité de la région provençale et jusqu'à la numismatique monégasque, toujours vivante, conformément, comme je l'ai dit, aux orientations données par Laugier et Rimbaud, qui incluaient ce monnayage dans la numismatique provençale. C'est mon chapitre 6, le dernier. Nous sommes aujourd'hui nombreux à travailler dans ce domaine provençal, mais la spécialisation et la technicité des études numismatiques sont devenues telles qu'il est désormais totalement irréaliste de vouloir à soi seul embrasser la totalité du domaine et prétendre écrire une histoire complète de la numismatique provençale. Devant cette impossibilité, je me suis risqué à esquisser, avec encore bien des zones d'ombre et beaucoup d'archives inédites à dépouiller, une histoire des numismats provençaux sans négliger leur ouverture à la res numismatica française et internationale. Mais si un successeur parvient à me démentir et à écrire cette histoire à laquelle Rimbaud aspirait, de l'endroit, quel qu'il soit où je me trouverai, dans le paradis ou dans l'enfer des numismates, ou plutôt, comme je le dirais, des numismatistes, je chanterai sa louange et je le bénirai sans fin. Pour revenir sur terre, je voudrais présenter quelques aspects pittoresques de cette passion et de cette recherche numismatique en Provence. Je commencerai par une façon particulière de concevoir les relations entre collectionneurs dans les échanges de monnaie et l'idée qu'ils se font de la numismatique. La relation la plus intéressante de ce point de vue est celle entre l'orientaliste Frédéric Sauret, conservateur du cabinet numismatique de Genève et homme politique suisse, d'une part, et d'autre part le marquis Roger Delagois. Dans une lettre de juillet 1851 à ce dernier, Sauret refuse de qualifier de trafic leurs échanges qui constituent, je cite, un amusement réciproque sans préoccupation des contre-valeurs, même si Sauret a conscience que la générosité de Lagoua le favorise. Pour Lagoua, lettre de 1848, c'est une bonne manière entre amis. Lagoua se considère comme, je cite, le chacal qui cherche la pâture pour le lion Sauret, même si Sauret n'hésite pas à lui offrir une pièce d'or en retour d'un petit cuivre. Mais il y a une règle entre eux, c'est, sauf pour une monnaie particulièrement exceptionnelle, de ne jamais acheter, que ce soit en vente publique ou à un marchand, une monnaie destinée à l'autre. Leurs transactions doivent se faire uniquement par échange. Or, Sauret ne respecte pas toujours cette règle, et Lagoua lui en fait grief le 23 juillet 1857. Sauret lui offre un très intéressant triens d'or bilingue, mais il l'a acheté. Ce manquement altérera la suite de leur relation. Nous avons par ailleurs un exemple palmaire de la générosité de Lagoua quand il offre à Henri Morin de Lyon, parce que cette monnaie l'intéresse pour le livre qu'il prépare sur le monnayage de la principauté d'Orange, un florin d'or de cette principauté, considéré alors comme unique. Nous sommes en 1854 et ça se passe de la manière suivante. J'ouvre une toute petite parenthèse. Morin est rentré chez lui. Lagoua était passé, il n'était pas là. Lagoua lui laisse la pièce et une lettre. Et la pièce lui est donnée. Morin, ému, lui dit « Choisissez quelque chose de digne chez Rollin, Rousseau ou Hoffmann, c'est moi qui paierai. » Voilà comment l'on procédait. Il y a
des histoires émouvantes aussi. Quand Madame Soré, pour fêter l'anniversaire de mariage avec Frédéric, insère dans la serviette de table de son mari un billet où est écrit « Bon pour une médaille orientale ». Et Soré, qui rapporte l'anecdote à Lagoua, lui souhaite que la marquise lui fasse pareil don. Quelle conception ces antiquaires se font-ils de la numismatique? On découvre dans la Res Numismatica, pour reprendre une expression du baron Jean-César Chaudruc de Crasane, dans une lettre à Lagoua d'octobre 1845, des néologismes savoureux, forgés notamment pour exprimer des frustrations ou des rancœurs. Alors j'espère que personne ne se reconnaîtra dans les termes que je vais citer maintenant. Il y a les numotaphes. Les numotaphes, ce sont ceux qui, contrairement au marquis de Lagoua, ensevelissent leur collection en refusant de les montrer aux autres amateurs. Il y a ensuite les numismonomanes. Alors là, il y a quelqu'un de personnel visé, c'est Cartier. Ceux qui se limitent à une seule petite collection spécialisée. Il y a les numismatiqueurs, les monaïtistes, les mauvais numismates. Alors je dis bien numismates et non pas numismatistes, nous y reviendrons. Et alors à l'inverse, de façon favorable, il y a la numatologie. La numatologie est la science des vrais amateurs de monnaie. Alors que la numomanie provoque une hausse excessive du prix des monnaies modernes et que la numismanie désigne avec une pointe d'autodérision la passion du collectionneur de médailles. Car la numismatique est une véritable passion, comme l'écrit Crasane à Lagoua en 1851, je cite, je ne commenterai pas, « Les désirs de nonnes et de numismatistes, c'est un feu qui dévore. » Fin de citation. Lagoua n'épargne pas les personnages imbus d'eux-mêmes, qui plastronnent dans les congrès, et il regrette qu'on fasse, je cite, « appel aux infimes médiocrités pour démocratiser la science archéologique ». Nous sommes en septembre 1855. Et en écho, une semaine plus tard, son correspondant Soré lui répond en épinglant les, je cite, les aristarques parisiens. La très haute idée qu'il se fait de la numismatique pousse Roger de Lagoua à opposer sans compromission les numismatistes aux numismates, ce qui provoquera une querelle avec la revue belge de numismatique. Déjà le 6 novembre 1855, Lagoua déplorait que cette revue belge ait remplacé, dans un article de Crasane, numismatiste par numismate, en notant qu'elle l'avait déjà fait pour l'article du Marseillais Pénon. Au début de l'année 1858, quand Lagoua reçut les épreuves de son article « Pièce de plaisir en bronze au nom de Rodolphe et de Hugues », il fut scandalisé d'avoir subi le même traitement et écrivit une lettre de protestation au président Chalon pour contester cette correction en rappelant, je l'ignorais, ça c'est un petit aparté de ma part, la distinction posée par l'Académie des inscriptions entre les vrais spécialistes scientifiques, les numismatistes, et les collectionneurs, ceux qui font trafic des médailles, les numismates. Et Lagoua obtint gain de cause puisqu'on lit au début de son article « L'espoir soutient les numismatistes ». Mais il ne s'agit pas d'une simple querelle de mots. Déjà, en août 1841, dans un brouillon à Saucy, Lagoua opposait les collecteurs, ceux qui ramassent les monnaies pour en faire commerce, aux amateurs. En janvier 1948, dans un brouillon à La Saucée et dans un autre brouillon à Crasane, il opposait aux vrais numismatistes les, je cite, boulangers amateurs et les
je cite toujours, collecteurs de baronales. On notera évidemment le déclassement imposé aux monnaies médiévales. Langlois, dans une lettre à Lagoua du 10 août 1850, relève une énorme différence entre les amateurs, les vrais collectionneurs, trop peu nombreux, les amateurs collectionneurs trop nombreux, et les antiquaires, c'est-à-dire les savants qui étudient le passé à partir des objets qu'ils nous ont laissés, trop peu nombreux, eux. Car, comme Lagoua l'écrit à De Witt en 57, il faut distinguer les vrais numismatistes des collecteurs de baronales qui se nomment numismates, nom qu'on devrait leur donner. Vous sentez évidemment tout le mépris qu'il met dans le terme de numismate. Il réitère dans une lettre au même du 11 novembre, et donc il y a peu de vrais numismatistes, mais trop d'amateurs de médiéval et de moderne. La revue, c'est-à-dire la revue numismatique, va-t-elle sacrifier au goût du jour? Le goût du jour, pour lui, c'est les jetons, les méros et autres prétintailles numismatiques, comme le fait déjà la revue belge. Dans un brouillon à Robert du 5 janvier 1858, Lagoua se désole. Les résultats de la vente de M. Solérol montrent que les numismatistes sont remplacés par des collectionneurs. Et l'opposition numismatiste-numismate revient dans une lettre à Crasane de 58. Il faut enfin noter le jugement sans appel, mais trop pessimiste, dans une lettre adressée à Lomperrier en octobre 1858. Lagoua dit « En dehors de Pénon pour les Byzantines, je cite, il n'y a en Provence que des collecteurs ou plutôt des trafiqueurs. » Fin de citation. Dans l'usage moderne, nous le savons, le terme numismate s'est imposé. Victoire des Belges contre les Français ou succès numérique, comme le déplorait déjà Lagoua, des numismates sur les numismatistes? Je laisse la question ouverte. Pour Lagoua, en tout cas, la numismatique, c'est la santé, comme il l'écrit à Soré en 1849. Je regarde la numismatique comme très favorable à la santé. Face aux troubles politiques, c'est un refuge, comme il l'écrit à Crasane en 1848, juste après la Révolution. C'est un bonheur, comme vous dites, de se confier aux muses consolatrices. S'occuper de la numismatique est une distraction fort agréable, nécessaire pour se tirer de la République au sens latin du terme. Mais c'est surtout un plaisir de gourmet. Lagoua écrit à Nogent-Saint-Laurent en 1846, « Chasser, oui, la recherche des monnaies, c'est une véritable chasse. Le numismate est un chasseur de monnaies. Chasser les anciennes monnaies qu'on découvre dans le midi de la France, c'est pour moi une véritable jouissance. » Et cette jouissance est souvent présentée comme d'ordre gustatif et culinaire. Les monnaies sont parfois assimilées à des brioches, dans un brouillon de lettres à la Saucée en 48. En 1851, Lagoua promet d'apporter au Suisse Soré dont j'ai déjà parlé, je cite, une bonne cuisine arabe. Je rappelle que Soré était orientaliste et s'intéressait particulièrement aux monnaies musulmanes. Donc il lui apporte une bonne cuisine arabe. Le 6 février 1855, il excite l'appétit du même Soré par, je cite, des gourmandises arabo-latines, donc des monnaies bilingues. Une sorte, dit-il, toujours, de moutarde pour avaler d'autres bons morceaux. Les monnaies glissées sous le cachet d'une lettre, j'y reviendrai, sont annoncées ou reçues comme des friandises, propres à donner un moment de plaisir. Et quand on est en manque de monnaie, c'est la disette numismatique, 1856. En revanche, les lots
de monnaie ordinaire sont qualifiés de pacotille et nous l'avons vu plus haut, les jetons ou monnaies modernes sans grand intérêt peuvent même être qualifiés de prêt-in-taille. La numismatique touchant toutes les classes de la société, je ne me suis pas limité aux grands noms qui tracent l'histoire de cette science, mais j'ai aussi voulu faire une place aux changeurs ou orfèvres qui alimentaient ces collections, aux petites gens qui s'intéressaient aussi à ces témoignages du passé. Le passé est à tous et non seulement aux grands personnages. Alors je pense par exemple à un certain Jacques Reboul, maréchal ferrant à Aix, ami du président Louis de Thomassin. Je pense à Consolin, garde forestier de Beaunieu, homme simple à l'orthographe mal assurée, mais qui collectionnait les drachmes de Marseille et voulait en échanger avec Florentin de Lagois contre des monnaies romaines. Nous sommes en 1821. Je pense aussi au pauvre meunier anonyme de Bourgoin, numismatiste, qui était fier de montrer à Roger de Lagois sa collection de monnaies médiévales de la première et de la seconde race, mais dont les prétendues pièces d'or achetées à un colporteur de mauvais métal étaient en réalité des faux frappés à Lyon sur des flancs de pièces de 10 centimes de billon démonétisés. Et puis je pense aussi à un autre boulanger de Rion, lui, qui possédait un second exemplaire du statère d'or de Vercingétorix, mais d'authenticité douteuse. Roger de Lagois ironise sur ces, je cite, boulangers amateurs qui peuvent bien faire quelques brioches numismatiques. Il n'est tout de même pas allé jusqu'à dire qu'il avait été roulé dans la farine. Mais enfin, pour Lagois, les monnaies attribuées à Vercingétorix devraient être examinées par de vrais numismatistes et non par des boulangers amateurs, des collecteurs de baronales et des auvergnats. Je m'arrête sur cette expression parce que là, l'attaque de Lagois est personnelle. Il vise entre autres Cartier et Duchalet. Comment ne pas signaler, en suivant Frédéric Soré, que des monnaies antiques d'argent conservées au musée d'Annecy ont été recueillies par un jeune épicier de Leipzig, je cite, amant forcené de médailles romaines et grecques, correspondant actif de Rollin, je continue la citation, toute la matinée de ce brave homme était occupée à des triages de grains de café avariés. Le soir était consacré à sa maîtresse, la science. Fin de citation. Je ne peux pas oublier non plus Griolet, qui, bien que sourd-muet, n'en est pas moins un médailleur enragé, comme dit Lagois à Crasane, ou encore à Reynaud, concierge du musée, qui vend une vingtaine de monnaies à Lagois à l'été 1859. J'espère que les monnaies, évidemment, ne provenaient pas du dit musée. Et l'on pourrait parler aussi d'instituteurs, de petits bourgeois, de simples curés de campagne en face d'un vicaire général comme Grépot à Belley. À côté de ces grandeurs, je n'ai pas voulu cacher les faiblesses, les petitesses, les mesquineries, les chamailleries de nos numismatistes. Par exemple, Crasane n'aime absolument pas Foris de Saint-Vincent. Et alors, il le traite de brocanteur vendéen, il le compare à l'avare Acquéron, etc. Mais je dois dire qu'au milieu de ces injures, il nous donne des renseignements très intéressants, notamment, personnellement, j'y ai appris que le premier projet numismatique de Poète d'Avant, ça n'était pas du tout son grand livre sur les monnaies féodales. Mais là, je vous renvoie à mon livre, vous verrez quel était son premier projet numismatique. Alors, je ne cache pas non plus les comptes d'apothicaires dans leurs échanges, leurs calculs ambitieux pour obtenir un prix ou pour une élection à l'Académie des inscriptions, leurs pratiques parfois surprenantes pour nous. Je pense aux échanges effectués par des musées et non exclusivement pour des doubles, parfois même pour des monnaies uniques.
et parfois pour obtenir des publications, monnaie contre publication, pour économiser disons le prix de l'abonnement. On sera peut-être aussi surpris de l'expédient auquel songe l'abbé Barthélemy, garde du cabinet royal, pour acheter au nom du roi la plus grande collection de l'époque sans obtenir, au cas où il n'obtiendrait pas de fonds spéciaux, en soufflant cette collection que guigne l'impératrice de Russie Catherine II. Alors ça, j'en parle dans ma première annexe, puisque je publie le texte inédit d'une version du rapport que l'abbé Barthélemy fait sur le fonctionnement du cabinet des médailles. On connaît très bien le rapport qui a été imprimé après sa mort et qui date de 1785 ou 1786. Nous sommes là 15 ans avant. Il y a une version complètement différente de ce rapport et je me livre à une comparaison entre ces deux rapports, je crois très instructive pour l'histoire du cabinet des médailles de Paris. C'est dans la première annexe de mon livre. Je ne dissimule pas non plus, bien que Paul Arbeau soit le bienfaiteur émérite de l'Académie d'Aix dont je suis membre, mais je ne dissimule pas, si j'en crois Maurice Rimbaud, la façon dont il a tenté de dissimuler la vente à un amateur américain d'un précieux manuscrit numismatique provençal. Voilà un peu pour des petites histoires. Et puis, il y a les combinaisons, les tractations du milieu numismatique marseillais qui reçoit d'Orient et d'Afrique de nombreuses monnaies vraies ou fausses. Alors là, il faudrait que je cite des gens comme François Chaix, Jules Chaland, Casimir Jacques Pénon, Lazare, Magne, Sauvert. C'est là, dans ce milieu, le principal pourvoyeur, avec quelques marchands ambulants, qualifiés péjorativement de brocanteurs, et bien sûr les grands professionnels parisiens, ce sont les pourvoyeurs de nos antiquaires provençaux qui ne communiquent qu'avec parcimonie leurs bonnes adresses et qui sont parfois féroces entre eux. Je fais allusion par exemple en 1779 à une lettre de Jules Foris de Saint-Vincent adressée à Esprit Calvé, dans laquelle il se plaint aigrement qu'un certain échevin, vieillard marseillais de 96 ans, presque aveugle, il se plaint que ce vieillard presque aveugle rafle toutes les monnaies qui arrivent du Levant. Une fois une monnaie acquise, comment fait-on pour la faire connaître ou l'expédier à un collègue numismate? Faute de photographie, et mieux qu'un dessin ou une empreinte qui se détruit souvent dans le transport par diligence, on peut utiliser cette monnaie comme cachet sur la cire qui ferme la lettre. Pour faire passer une monnaie, on peut l'accrocher à la lettre, on peut la mettre dans un coin ou dans un pli de la lettre, mais surtout, pratique surprenante, mais attestée des dizaines de fois dans les correspondances que j'ai dépouillées, à partir du XVIIIe siècle, cacher une monnaie, souvent petite, parfois plusieurs, même précieuse, voire unique dans certains cas, sous le cachet qui scelle la lettre, sous la cire. Parfois, la monnaie est trop grosse. On a ainsi une lettre de Soré où il dit 3 ou 4 petites pièces pourront se faufiler sous les cachets. J'essaierai aujourd'hui d'y glisser un bronze assez bien conservé du roi de Pergame Philitaire. Mais il ajoute finalement, la pièce était trop épaisse. J'ai dû décacheter, je vais essayer avec une autre de Tanagra. On connaît aussi un numismate du Languedoc qui arrive à envoyer sous un seul seau 6 oboles de Marseille. Voilà, bon, quelques exemples. Alors, il arrive évidemment que le destinataire, pourtant prévenu, ne récupère pas la monnaie, soit par distraction, soit parce qu'elle a disparu dans les transports. Ainsi, une lettre adressée par Lagoua à Soré en 1857, avec sous son cachet une petite monnaie arabe fournie par l'amateur marchand marseillais Chaland, marseillais à l'époque, n'est jamais parvenue à son destinataire, comme
nous l'apprennent une lettre de Lagoua du 7 mai et une autre de Soré du 22 juin. Parfois, miracle, la lettre et sa monnaie peuvent être retrouvées. Ainsi, pour un triens d'or envoyé en octobre 1856, indiqué comme disparu le 3 novembre, puis comme retrouvé le 12 décembre. Parce qu'il y a en effet toutes sortes de déboires avec la Poste. La Poste est parfois tatillonne. Elle peut refuser un envoi déclaré. Elle taxe des envois de tirés à part si l'expéditeur y rajoute quelques mots à la main. C'est arrivé à Lagoua, comme Lagoua avait le bras long, il est remonté jusqu'au conseiller d'État, directeur de l'administration, et après tout un échange de lettres, il a obtenu l'annulation du forcement de la lettre, c'est le terme technique pour indiquer l'amende qu'il avait dû payer. Alors il y a aussi le problème des frontières. C'est très important pour Genève et même pour la Savoie. N'oublions pas que jusque 1860, la Savoie fait partie du royaume de Piémont-Sardaigne. Et on a une phrase tout à fait significative de Lagoua à son correspondant Promis, le fameux spécialiste des monnaies savoyardes, Promis, conservateur du cabinet numismatique du roi de Piémont-Sardaigne à Turin. Lagoua lui écrit « Les monnaies disparaissent à la frontière ». Fin de citation. Mais même en France, entre deux postes françaises, il y a de la concurrence et les contrôles postaux endommagent les envois. C'est ainsi que les contrôles postaux de 1849 liés à l'épidémie de choléra endommagent le livre numismatique adressé par Lagoua à Requien, qui se trouve alors en Corse. Le lecteur découvrira bien d'autres anecdotes cocasses en cheminant dans le monde de la numismatique provençale. C'est la vie de ce monde que j'ai tenté de saisir et de montrer. Il y a aussi le problème toujours présent des faux. Je l'ai évoqué déjà à plusieurs reprises, mais je ne peux pas taire un épisode absolument comique pour punir un certain Charles Hippolyte Guillemot de La Rochelle, amateur brocanteur. Les deux termes normalement s'opposent, mais en l'occurrence, il faisait en même temps la recherche sur les monnaies et la vente comme un brocanteur. Alors, non seulement il faisait ça, mais surtout, il échangeait ou il vendait des monnaies fausses. Il échangeait des monnaies fausses contre des vraies. Si bien que ses confrères ont fabriqué un faux triens de sous mérovingien attribué à la ville de La Rochelle avec pour nom de monétaire, puisque vous savez qu'on met le nom de monétaire souvent sur le monnayage mérovingien, le nom de ce fameux numismate indélicat. J'ai prêté une attention particulière aux trouvailles et aux trésors, qu'il s'agisse de la fameuse drachme de Glanum, trouvée par les Lagois en 1820, dont la découverte a eu un immense retentissement en Europe et qui a fait l'objet d'une abondante correspondance, d'où mon choix de cette monnaie pour la couverture du livre. J'ai abondamment parlé aussi du fameux trésor de Rochegude, signalé dès l'été 1837, qui contenait des monnaies médiévales du Midi, dont un rarissime denier de Lodève, trésor que Cartier, Lagoua et Requien pour le musée Calvé d'Avignon cherchèrent en vain à acquérir et qui fut finalement racheté par le marchand parisien Rollin. Mais Rollin, en 1847, regrettera cet achat, tout au moins en parole. Enfin, dernier point, voyons comment les grands aristocrates numismates de la seconde moitié du XVIIIe et de la première moitié du XIXe diffusaient leur production scientifique. Grâce aux lettres qui accompagnent l'envoi de certains exemplaires de leurs livres numismatiques, notamment à Méjeanne et à Calvé, nous constatons que Jules, Foris de Saint-Vincent, puis son fils Alexandre, ne faisaient imprimer leurs ouvrages à leurs frais qu'à un tout petit nombre d'exemplaires pour les offrir à leurs amis ou à leurs correspondants scientifiques.
Ainsi, Jules, Foris de Saint-Vincent, écrit à Calvet en accompagnant le livre qu'il lui offre le 31 décembre 1771, c'est une belle étrenne, il écrit qu'il a fait imprimer 10 à 12 exemplaires de ses réflexions sur les médailles de Marseille, premier ouvrage de fond sur le monnayage grec de Marseille. De plus, les Foris de Saint-Vincent annotent et complètent à la main leurs propres exemplaires et les volumes qu'ils n'ont pas encore offerts. Et ils font parfois refaire des planches imprimées pour ajouter des monnaies. Nous avons ainsi, comme je l'ai montré sur des cas particuliers, je vous renvoie à mon annexe 3, plusieurs états différents d'un même ouvrage. Il n'y a aujourd'hui pratiquement pas d'exemplaires identiques de leurs travaux numismatiques publiés. Et je dois dire, pour faire une petite parenthèse d'actualité, que grâce à Sylvain Borzillot, qui assiste à cette conférence, conservateur du cabinet des médailles de Marseille, je vais pouvoir consulter 2 autres assemblages de ce type, des livres de Foris de Saint-Vincent que je ne connaissais pas encore. Ils le font sur leurs livres imprimés, ils le font aussi sur leurs manuscrits, puisque nous avons à l'Arbaudenco, à la bibliothèque Arbaud de l'Académie d'Aix, 2 états du manuscrit de l'ouvrage d'Alexandre, la notice sur son père, et les manuscrits sont corrigés, ils sont complétés. J'ajoute que nous avons aussi un exemplaire de la notice d'Alexandre Foris de Saint-Vincent, possédé par Paul Arbaud, mais dont le premier possesseur n'est autre que Chardon de la Roquette. Dans cet exemplaire, il y a une lettre d'Alexandre Foris de Saint-Vincent à Monge, datée du 9 pluviose en 9. Monge est en train de structurer l'Institut de France et Alexandre lui fait passer par la Rochette plusieurs exemplaires de cette notice pour les membres de l'Institut, mais s'empresse-t-il d'ajouter, sans solliciter d'y entrer. La pratique du marquis Roger de Lagois est identique. À côté d'articles publiés dans de grandes revues numismatiques françaises ou étrangères, il fait imprimer à compte d'auteur des plaquettes, brochures ou petits livres qui ne sont pas mis dans le commerce aux grandes dames de certains numismates qui les recherchent, mais qui sont distribués gratuitement aux amis et aux numismates en contact avec lui. Lagois refuse, malgré plusieurs propositions, de mettre en dépôt-vente chez des professionnels ces tirés à part, ce que feront d'autres numismates, par exemple Maurice Rimbaud, mais il fait des assemblages d'un certain nombre de ses publications pour les offrir sous forme de mélange numismatique. Nous en avons 2 exemplaires à la bibliothèque Arbaud, dont l'un qui regroupe 10 travaux publiés entre 1826 et 1856. Je dirais que Lagois vit dans un monde où la recherche numismatique, pratiquée dans l'otium, l'osium, si je prononce à la française, non pas le farniente, mais l'otium, l'osium, c'est le loisir studieux et culturel. Eh bien, nous sommes à une époque où la recherche numismatique, pratiquée par des gens fortunés comme Lagois dans l'osium, est gratuite et offerte à tous ses pairs. Lagois était même prêt à faire publier à ses frais le dernier ouvrage posthume d'un grand ami de son père et de lui-même, l'illustre numismate Mionnet, mais la révolution de 1848 en a différé l'impression, et comme je le révèle pour la première fois dans mon livre, le manuscrit du dernier ouvrage inédit de Mionnet dort encore dans les archives du château de Lagois. Au terme de cette immense enquête dans les bibliothèques et les archives, après avoir lu près de 4000 lettres numismatiques, j'espère avoir fait revivre la res numismatica en Provence dans tous ses aspects, conception de la collection, de la numismatique, de la recherche et de sa diffusion, dans sa diversité sociologique et dans ses réalités concrètes. Mon sujet était la numismatique en Provence,
Mais par les contacts nationaux et internationaux de ces numismates provençaux, cette numismatique régionale est remise dans son contexte français et européen. Dans ce livre sont cités plus de 750 numismates, toutes catégories confondues, dont près de 150 étrangers, principalement italiens, allemands, britanniques, espagnols, suisses ou des Pays-Bas au sens large du terme. Au total, plus d'une quinzaine de nationalités. Dans les 138 trésors monétaires que j'ai relevés, si 71 proviennent, comme c'était attendu, du sud-est de la France, on relève tout de même 52 trésors du reste de la France et une quinzaine provenant de pays étrangers, surtout de Suisse. Puisse mon lecteur y butiner et y faire son miel, et je suis prêt à engager avec lui un dialogue par courriel. Merci de votre attention.